C'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. Pendant que nos participants arrivent dans la salle, ils sont déjà quelques-uns à s'installer, je voudrais te remercier de nous retrouver pour la troisième fois. C'est moi qui vous remercie. Et, C'est c'est moi le et, premier. voilà, et on a cette fois-ci une thématique nouvelle qui nous amène finalement sur les fruits, les légumes et le lait. Alors les trois sujets qui sont... Alors, malheureusement, j'ai question de timing. J'ai zappé le lait parce que ça aurait été trop long. Voilà. Alors on Donc, mais c'est n'aura pas pas de grave. lait aujourd'hui, c'est pas Il n'y aura pas grave. de lait aujourd'hui. On va rester sur les fruits et légumes, c'est très bon Exactement. aussi. Et comme je vois qu'une douzaine de participants sont déjà avec nous, je vais faire un petit brief à tout le monde. Donc, vous êtes participants, vous voyez ce qui se passe. Sans doute voyez-vous également l'écran d'Olivier. Vous pouvez utiliser le module questions-réponses qui est en bas de votre écran pour poser des questions et je me permettrai peut-être à la fin, Olivier, de te les poser, de faire un extrait des questions qui sont posées. Ou au fil de l'eau, c'est comme tu préfères, Olivier. Bah, écoute, je ne sais pas si on peut dépasser un tout petit peu le timing ou pas du tout pour toi. Écoute, si c'est un peu juste pour moi, ça va. Pour l'auditoire, sans Bien doute aussi. sûr. Donc, s'il y a des questions, je me permettrai de les relayer. Et Oui. puis, on va démarrer sans attendre. Donc, du coup, la conférence. Merci aux 14 participants qui sont avec nous. Merci à tous d'être là. Merci Michel, comme je disais. Donc voilà la dernière conférence sur ce sujet, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense que je vais être amené en tant que conférencier à renouveler l'expérience, qui d'ailleurs a été assez concluante, voire très concluante. Donc je remercie tous les participants d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi d'il y a 15 jours et il y a donc un mois maintenant, donc, puisque l'expérience a commencé le 16 avril, donc c'était il y a un mois pile. Donc, à la fin de la conférence, je ferai un petit sondage. Et puis, de toute façon, vous pourrez me contacter aussi par mail ou par autre moyen que vous avez à votre disposition pour sonder un peu, voir un peu des autres sujets qui vous intéresseraient. Vous savez que mes sujets de prédilection, c'est bien sûr la nourriture, la gastronomie, hein, pour prendre le mot que je préfère, et aussi les jardins. Alors aujourd'hui, ça tombe bien puisque… Olivier, peut-être avant de démarrer à proprement parler, maintenant qu'on est tous là, un Oui, petit message de rappel, parce que je sais que tu n'oseras pas le faire. Et pour ceux qui souhaitent soutenir Olivier dans son travail de conférencier, je vous ai mis dans le module conversation un petit lien. C'est le lien vers sa cagnotte conférencier. Donc, si vous souhaitez, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, le remercier pour son temps, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Voilà, à toi, Olivier. merci Michel. C'est aimable d'être avec la cagnotte, c'est sûr. Il faut en parler et c'est vrai qu'on ne fait pas ce métier forcément toujours gratuitement. Voilà, et comme tous les métiers de la culture. Voilà, donc je voulais commencer aujourd'hui avec et terminer ce sujet de l'alimentation dans l'Égypte ancienne, nourriture céleste, nourriture terrestre, avec un sujet autour des fruits et légumes aujourd'hui. Le premier sujet, on avait parlé du pain, de la bière et du vin. Le deuxième fois, on avait parlé des fruits, excusez-moi, des viandes et des poissons. Et aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu des fruits et légumes. On parlera peut-être plus un peu des fruits d'ailleurs que des légumes. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, cette histoire des fruits et légumes dans l'Égypte, je voulais commencer cette histoire, finalement, avec un conte qui est très célèbre dans l'Égypte du Nouvel Empire, qui s'appelle le conte de l'Oasien, qui raconte un petit peu les péripéties d'un paysan, d'un pauvre paysan, pas si pauvre que ça d'ailleurs, qui vient de son oasis dans le désert occidental et qui va vendre sa marchandise dans la vallée du Nil. Et il se fait arrêter, il a des tas d'aventures, il se fait arrêter bien sûr par un espèce de voleur qui lui vole toute sa cargaison. Et dans sa cargaison de cet oasien, on a trouvé, il y avait 27 produits différents qu'il allait vendre au marché, cet oasien. Et sur ces 27 produits, il y avait 13 produits végétaux. Donc, pour dire quand même que les marchés, certainement les marchés à l'époque de l'Égypte ancienne, étaient très riches en de nombreuses espèces végétales, maraîchères ou fruitières. Voilà, donc on peut dire que d'une manière générale, voilà l'introduction.
faut dire que d'une manière générale, il existe 3 types de jardins, puisque je parlais un petit peu des jardins, on ne peut pas ne pas évoquer les jardins dans ce sujet des fruits et légumes. 3 types de jardins dans l'Égypte ancienne. Il y avait les jardins civils, les jardins potagers, comme on a aujourd'hui, les jardins donc, maraîchers potagers. Les jardins des temples, les jardins donc, religieux, qui étaient aussi très importants, notamment à l'intérieur des temples, il y avait énormément de plantes, et aussi ce qu'on appelait les bosquets sacrés, des bosquets sacrés où il y avait un tertre où étaient plantées des plantes sacrées, donc en fonction du dieu révélé dans le temple. Et puis, il y avait aussi les jardins funéraires. Donc, vous allez voir que tout, finalement, ces 3 se mélangent un petit peu dans l'iconographie, puisqu'il m'a bien fallu choisir parmi toutes les images que l'on a sur ce thème, il m'a fallu choisir, bien sûr, des images dont on dispose. En manière de consommation des fruits et légumes, on sait que, bien sûr, ça repose essentiellement sur… On n'a pas de recettes, comme vous le savez, de recettes de cuisine, proprement dit, mais on a des recettes médicales, toujours, qui sont très importantes. Et puis, on a cette iconographie des tombes qui vient nous renseigner un petit peu sur ce qu'on pouvait manger un petit peu à l'époque pharaonique. Il n'y a pas de représentation de jardin vivrier proprement dit, donc de potager tel qu'on peut l'imaginer dans l'iconographie égyptienne. Le seul exemple, et ça je vais insister là-dessus parce que c'est une belle découverte, notamment après une thèse d'une égyptologue qui s'appelle donc Isabelle Baum, qui a écrit un certain nombre de gros sujets sur les arbustes, les arbres et les arbustes dans l'Égypte ancienne. Le seul exemple que l'on ait de tombe où on a un descriptif, et on va revenir tout de suite, même si l'image n'est pas fameuse, c'est la tombe d'Inéni à Cheikh el-Gourna, où Inéni était un architecte de Toutmosis Ier, et on a une liste complète de son jardin qu'il avait à l'époque. On va y revenir un petit peu. Donc il est difficile un petit peu aujourd'hui, entre ces 3 jardins dont je vous ai parlé, c'est les jardins civils, les jardins religieux et puis les jardins funéraires, il est très difficile de faire un petit peu la part des choses. Avec cette première représentation, notamment dans le jardin de Némamon, que vous voyez devant vous, qui date donc de la 18e dynastie, entre Toutmosis IV et Amenephis III. Une représentation qui est aujourd'hui conservée au British Museum à Londres. On voit un jardin qui est très bien organisé autour d'un bassin central. Alors, vous voyez, c'est toujours les mêmes procédés de la représentation égyptienne qu'on appelle en perspective rabattue, c'est-à-dire que finalement, les arbres, il faut les imaginer bien sûr à la verticale, et non pas aplatis comme vous le voyez tout autour du bassin. Dans ce bassin, on voit bien sûr des canards, des poissons, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, mais aussi des lotus, des papyrus. Et puis tout autour, on voit un certain nombre de plantes. Je vais vous montrer tout autour du bassin, on voit un certain nombre de plantes, de fourrés qui ont été plantés autour de ce bassin central. Et puis tout autour, à nouveau, ici, eh bien voilà, enfin des arbres fruitiers très nombreux qui sont organisés. On repère parmi ces arbres fruitiers eh bien, des sycomores. Ici, par exemple, je vous en montre ici, on voit des palmiers. On va bien sûr évoquer toutes ces essences d'arbres qui étaient très, très importantes dans l'Égypte ancienne. On voit des pistachiers, on voit un certain nombre des jujubiers également, donc tout autour de cette représentation. Alors, détail important, c'est qu'on voit, on a l'impression de voir une servante ici qui a l'air d'apporter des plateaux avec des figues, donc une jarre, etc., différents offrandes en quelque sorte, mais ce n'est pas une servante, c'est une déesse, c'est la déesse Nout, on va y revenir, elle apparaît de l'arbre, vous voyez, elle sort son tronc de l'arbre, ici, que vous voyez ici en haut à droite, et c'est la déesse Nout qui est la déesse du ciel, la déesse aussi de l'Occident, très importante, et on va revenir qu'elle est tout à fait liée avec le sycomore, qui était un arbre, figuier sycomore, qui était un arbre très très important pour l'Égypte ancienne. Alors, cette relation entre le jardin et les défunts, c'est-à-dire les morts, est très très importante. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le désir de tout défunt, en quelque sorte, c'était de pouvoir revivre comme il vivait auparavant, comme il vivait autrefois de son vivant, et c'est-à-dire bénéficier de son jardin comme il l'entendait quand il était vivant. Notamment, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il était question effectivement que son bas, c'est-à-dire son âme, pour aller très très vite, ce n'est pas l'âme, mais c'est une partie de l'âme. Dans l'Égypte, le bas devait revivre, pouvait bénéficier à nouveau de la fraîcheur du jardin comme il était de son vivant. Alors, je vais vous citer un extrait qui est un texte assez connu à l'époque. « Entrer et sortir de ma tombe, que je me rafraîchisse à son ombre, que je boive l'eau de mon bassin chaque jour, que tous mes membres soient vigoureux, que Hapi, donc le dieu du Nil, me donne des aliments, des offrandes, des plantes de toutes sortes à leur saison.
que je me promène au bord de mon bassin chaque jour, sans cesse, que mon bas, donc mon âme, se pose sur les branches des arbres que j'ai plantés, vous voyez, c'est exactement cette scène que vous voyez ici, et que je me rafraîchisse sous les sycomores, donc vous voyez ici ces sycomores avec ces fibres rouges, et mange le pain qu'il me donne. Vous voyez, donc ça c'est une belle citation effectivement de cette relation qu'il y avait tout au long de la vie finalement entre les vivants et le jardin fruitier, le jardin peut-être pas potager, mais en tout cas fruitier bien certainement. Un autre exemple de jardin très très important, la qualité n'est pas au rendez-vous forcément dans l'image, mais en tout cas il est important que je vous le montre, c'est le jardin du vizir Rachmiré, dont on a déjà parlé dans les précédentes conférences. Alors ici, vous voyez à nouveau 3 rangées d'arbres autour d'un bassin central. C'est toujours la même représentation. Bien sûr, c'était les résidences, bien sûr, des nobles. C'était les résidences, ce n'était pas évidemment des jardins réservés pour tout le monde, comme on peut imaginer. On remarque donc à l'extérieur des grands arbres, ce sont des sycomores. Si je fais le rangée ensuite à l'intérieur, il y a des palmiers dattiers, palmiers doums. Les palmiers doums, on va voir un petit peu tout à l'heure, ce sont ces palmiers-là, et les palmiers dattiers, ce sont ceux-ci. Et puis, on a une haie à nouveau de petits sycomores taillés tout autour du bassin ici. Détail aussi important, vous voyez, c'est toujours des petits détails qu'il faut regarder. Vous voyez ici donc un jardinier qui est en train de effectivement porter un palanquin avec 2 cruches d'eau pour arroser, pour irriguer ce jardin, et puis un espèce de kiosque, on ne sait pas si c'est un kiosque funéraire que vous avez ici sur la gauche de l'image. Et on voit aussi un jardinier qui cueille des dattes. Alors vous voyez ici, on le voit en plein milieu. Ici, voilà. Donc c'est un jardin qui est en pleine vie, en pleine activité, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil. Dans la tombe d'Ipouy à Der El Médine, on a retrouvé cette superbe peinture qui donc représente un jardinier en train de puiser de l'eau dans un bassin. Vous voyez le bassin très très stylisé avec l'eau en zigzag. Vous voyez, c'est toujours le symbole de l'eau ici. Des lotus qui sont des nénuphars qui sont sur le bassin, des papyrus qui poussent sur le côté. On voit même des bleuets ici. Un saule qui était ici avec un petit chien, et puis vous voyez là, un plan de mandragore ici qui est représenté sur le côté. En haut, tout autour, en haut de ce jardinier qui est en train de puiser de l'eau grâce au chadouf. Alors le chadouf, ça a été un instrument révolutionnaire pour l'art du jardinage, en tout cas dans l'Égypte ancienne, puisque c'est arrivé au Nouvel Empire, et auparavant, il fallait donc porter les cruches, comme on a vu tout à l'heure, avec un palanquin pour arroser, irriguer le jardin. Ici, donc, ce chadouf, c'est un balancier qui permet, dans une poche en cuir, de déverser l'eau beaucoup plus facilement sans se casser les reins. Alors, un peu d'hiéroglyphe, parce que vous savez bien que j'aime bien ça. Pour dire jardin en égyptien, on dit Hessep, donc vous voyez ces mots ici à gauche, Hessep. Et pour dire nome, alors le nome, c'est donc un découpage administratif, ça veut dire région, c'est une région d'Égypte. Il y avait 24 nomes dans l'Égypte, comme vous le savez. Eh bien, on disait Sepat, et on utilisait, vous voyez, toujours ce déterminatif sur la droite, on avait ce déterminatif des canaux d'irrigation qui irriguaient les jardins potagers, hein, comme on peut le voir dans le mot Hessep, jardin. Ici, on retrouve ce déterminatif pour dire région. Vous voyez à quel point, bien sûr, l'agriculture, l'art des jardins était important pour l'Égypte et pour l'administration même de l'Égypte. On retrouve ce hiéroglyphe ici dans un superbe relief donc, qui est tiré de la tombe de Reneni à El-Kab, donc qui date de la 18e dynastie. Ici, on voit 2 grands sycomores funéraires, très certainement, donc plantés dans un jardin pour le mort, hein, j'entends bien ici, 2 obélisques sur le côté, une palmeraie avec un bassin central au milieu qui est assez schématisé, et puis ces petits carrés qu'on a vus dans le hiéroglyphe tout à l'heure, qui représentent donc un jardin potager funéraire, vraisemblablement, donc avec des légumes qui étaient cultivés à l'intérieur. Chose extraordinaire, j'ai trouvé pour vous une découverte assez unique, puisqu'elle est assez récente, surtout récente, elle date de 2017. On a retrouvé donc dans la vallée des Nobles à Dra Abou Naga ce jardin. C'est le seul exemple dans l'archéologie depuis le début de l'archéologie égyptienne, de l'égyptologie. On a redécouvert un jardin comme ça, funéraire, aussi bien conservé. Alors c'était un jardinet, hein, ce n'était pas un très très grand jardin. Chaque carré mesure 30 cm, donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Le jardin fait 3 mètres sur 2 mètres de grandeur, donc c'est vraiment un petit jardinet, mais on estime que c'est quand même une preuve que ces jardins, funéraires ou pas, étaient très très bien entretenus.
et était donc utilisé, avait une valeur symbolique ou était utilisé dans le rituel funéraire quotidien, puisque vous savez qu'il fallait toujours apporter des offrandes aux morts la plupart du temps. Donc ça, vraiment une pièce assez unique et dans toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Alors voilà un document qui n'est pas très beau, puisque c'est en noir et blanc, je suis désolé, c'est le seul que vous verrez en noir et blanc d'ailleurs, mais je me suis permis de vous le montrer, parce que c'est justement ce jardin d'Inéni dont je vous parlais en introduction de cette conférence. Donc Inéni était un noble très très important de l'époque d'Amenhotep Ier, entre le règne d'Amenhotep Ier et Toutmosis III, vers 1500 avant Jésus-Christ à peu près. Et l'on voit ici donc la représentation dans sa tombe de son jardin. Alors, c'est une représentation assez réaliste cette fois. Et alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule tombe où on a retrouvé une liste. Vous voyez ici, il y a des hiéroglyphes en haut, hein, au-dessus d'un kiosque. Il faut deviner que c'est un kiosque où est représenté Inéni avec sa femme. Donc, ici, on a une liste de tout ce qu'il y avait dans son jardin. Et donc, apparemment, c'était donc une liste, et c'est le seul endroit où on a donc une liste complète de ces arbres fruitiers ou pas, d'ailleurs, qu'il y avait dans le jardin. Il y avait 170 palmiers dattiers, 120 palmiers doum, on va voir ce que c'est le palmier doum tout à l'heure, 73 pieds de figuier sycomore, vous voyez, c'est des arbres très importants, 31 perséas, on va y revenir aussi sur le perséa, 24 pieds de vigne, 5 figuiers, 2 moringas. Alors, moringa, c'est une espèce qui a disparu. On tirait de l'huile qu'on disait de l'huile de benne de ces fruits, des grenadiers, des caroubiers, des jujubiers, des saules et des tamaris. Voilà. Et donc, tous ces arbres-là sont représentés ici en rangée, derrière un autre bassin. Alors, vous voyez ici, pour l'image jolie de bas en haut, ici, c'est l'enceinte, le mur d'enceinte de la propriété avec une porte, vous voyez. Ici, vraisemblablement des silos, je pense, c'est des silos des greniers à blé. L'habitation principale, et puis derrière, on va du côté du jardin, le bassin avec un serviteur qui est occupé à entretenir le jardin, tous ces plans représentés, une palmeraie ici qu'on devine un petit peu mal représentée, sur lequel, près de laquelle plutôt, donc est Inéni avec son épouse, donc Haotep. Donc, au total, plus de 400 arbres différents pour 20 espèces. Donc, je vous propose, puisque je vais commencer dans cet ordre-là, des plus importants qui sont présentés dans la tombe d'Inéni, dans cette tombe-là que l'on voit, au moins important. Un objet donc très, très important, enfin, qui est complètement merveilleux, où on représente quasiment toutes ces espèces que l'on voit. Alors, ça, c'est un pectoral donc, qui a été retrouvé à Amarna, qui date de la 18e dynastie, vers moins 1300 à peu près avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on voit sur ce On voit des éléments de faïence. C'est de la céramique faïencée. On y voit donc des perles hein, qui représentent plusieurs fruits. Alors tout en haut, vous avez ici des dattes hein, représentées en bleu et rouge. Vous voyez ici des bleuets. Hein, des bleuets, c'est le deuxième rang et le troisième rang. Des gras, bien sûr, de raisin, comme on peut le voir. Et puis en rouge, ici, on a des fruits du palmier doum. Et enfin, au dernier rang, on a des fruits du perséa en jaune. Le perséa, c'est un arbre, on va voir pourquoi. Ce collier-là, finalement, qui est assez magique, représente quasiment toutes les espèces qu'il pouvait y avoir dans une partie des espèces les plus importantes qu'il pouvait y avoir dans les jardins à l'époque. Le palmier dattier, donc on disait Bénéret, ici, hein, voilà le hiéroglyphe pour palmier dattier, et Mama pour palmier doum, ici. Alors Bénéret, vous voyez, on voit très bien qu'on voit un palmier en déterminatif représenté. Ici, c'est une racine sucrée. Et on voit un déterminatif de l'arbre, qui est un terme générique pour dire arbre en Égypte. Alors, bien sûr, parmi les plus importants de ces arbres, c'était les palmiers dattiers, comme vous pouvez imaginer. Pour dire date, on dit Bénerti. Alors, vous voyez, c'est très proche je reviens en arrière, de Bénéret, qui veut dire palmier dattier. Bénerti pour dire date. Ces dates que vous voyez ici, ce plat de dates, ça a été trouvé dans la tombe de Datnefer, environ vers moins 1492, moins 1473. Donc, vous voyez l'état de conservation de ces dates qui est assez quand même merveilleux, conservé au musée de New York, au Metropolitan Museum de New York. Et pour dire confiseur, vous voyez la relation qu'il y a entre les dates et le sucre, puisque les Égyptiens ne connaissaient pas la canne à sucre. C'est les Arabes qui vont introduire la canne à sucre en Égypte. Ils connaissaient donc bien sûr le miel, mais c'était très rare. Le miel, c'était plutôt cher et surtout, c'était du miel sauvage. Ils n'avaient pas encore de ruches vraiment organisées, mais ils utilisaient les dattes pour sucrer leurs desserts, pour sucrer leurs boissons.
et pour ajouter éventuellement à la bière, pour faire une bière de luxe, qui s'appelait la bière Cérémette, qui était une bière avec des dates à l'intérieur. Alors, pour faire la différence entre les palmiers Doum, qui sont ces palmiers avec deux branches que vous voyez ici de chaque côté, donc je vous ai ça, c'est de la tombe de Sedjenem à Der El Médine, qui est une tombe très très connue, que vous connaissez sans doute pour la plupart. On voit Sedjenem avec son épouse en train de faire bien sûr la moisson, la récolte, les labours. Et puis, il y a un petit jardin, bien sûr, très très riche en bas, avec des canaux, hein, de l'eau qui passe, bien sûr, où sont représentés des palmiers dattiers, donc palmier dattier ici, par exemple, palmier Doum ici, des sycomores, et ici, donc des petits buissons, on reconnaît nos bleuets, notre mandragore et des coquelicots. Vous voyez en rouge ces coquelicots. Ces essences, on va les retrouver après. Le palmier Doum, c'est quelque chose, un adage arabe qui dit que le dattier vit les pieds dans l'eau et la tête au feu du ciel. C'est une belle citation. On voit ici Pached, donc qui est un noble qui vivait à Der El Médine à l'époque de Ramsès II, qui est en train de s'abreuver, hein, vous voyez l'eau ici, il s'abreuve au pied d'un palmier Doum avec ses fruits qu'on voit ici représentés d'une manière très naturaliste. Alors, voilà le fruit du palmier Doum. Donc, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout aux dattes qu'on a vues tout à l'heure, hein, au palmier dattier, donc aux dattes qu'on connaît aujourd'hui encore dans le commerce. À savoir que ces deux arbres, le palmier Doum et le palmier dattier, étaient donc natifs d'Égypte. Ils n'ont jamais été introduits en Égypte, donc ils ont toujours existé. Ce fruit du palmier Doum avait un goût sucré qui rappelait le pain d'épices. Aujourd'hui, il n'est plus du tout consommé en Égypte. Alors, à l'intérieur, il y avait un liquide laiteux qui permettait de boire, de s'abreuver, d'où l'image que vous avez vue précédemment de Pached en train de s'abreuver au pied d'un palmier Doum pour ne pas plus avoir soif. Vous savez qu'en Égypte, il fait toujours très chaud. Donc, ces palmiers Doum permettent de combler la soifée. Autre arbre, c'est donc le figuier sycomore. Alors voilà comment le prononcer en Égypte. On disait Nehet, N-H-T, Nehet, avec toujours le déterminatif de l'arbre qui est donc le déterminatif d'ailleurs du sycomore lui-même, qui représente cet arbre-là. Très important, donc je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc c'est un arbre tout à fait particulier. Alors aujourd'hui, il y en a encore en Égypte, il y en a encore, mais les fruits ne sont plus consommés. Alors je vous montre les fruits. Ce sont des figues, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça figuier sycomore. Ce sont des figues qui, donc, à maturité, deviennent rouges, comme on le voit ici, et qui poussent sur les tiges directement des arbres. Et la maturité de l'arbre, c'est ce qui fait sa spécificité. C'est pour ça que c'est devenu un arbre sacré en Égypte. Et que la fructification dure une grande partie de l'année, du mois d'avril au mois de décembre. Donc, on pouvait ainsi récolter et manger ces figues du sycomore qu'aujourd'hui on ne consomme plus du tout en Égypte. Donc c'est un arbre très 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 important. On suppose qu'effectivement, étant donné que ça durait très longtemps la récolte des fruits, c'était pour ça qu'effectivement il est devenu très important aussi dans la religion égyptienne. Les fruits étaient taillés. Alors on taillait à un moment de leur fructification, on faisait une croix, une crucifixion comme ça, crac, et ce qui permettait d'améliorer la sucrosité de ces parce que ça n'a pas un goût terrible. Apparemment, c'était quand même pas très, 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 très bon. Alors, on le retrouve où, ce sycomore? On le retrouve un peu partout. Alors là, c'est un objet qui est vraiment merveilleux, conservé au Musée Metropolitan Museum de New York aussi, qui est une maquette qui vient de la tombe de Mekhetre. Je vous ai déjà aussi parlé de cette tombe fameuse. On a retrouvé ces super maquettes. On voit un pavillon donc, avec donc ces colonnes en forme de lotus derrière, donc très naturaliste. Vous voyez une terrasse sur le haut, donc c'est vraiment une maquette merveilleuse. Et ce jardin de sycomore en bois, tout ça c'est en bois, qui est représenté avec les figues. On voit les figues rouges de ces sycomores dans ce jardin. Vocation funéraire évidemment importante, mais aussi gastronomique, puisqu'on les consommait. Cette vocation religieuse du sycomore, j'insiste bien sûr sur ce sycomore, on le trouve, je vous l'ai montré tout à l'heure, la déesse Nout qui sortait de ce sycomore dans le premier jardin qu'on a vu au début de la conférence. Eh bien, on le voit ici, on voit ici cette déesse Nout qui sort de l'arbre directement de l'arbre sycomore en train d'apporter des aiguères donc, avec de l'eau qui coule, ici dans la tombe de Sedjenem, toujours la même tombe qu'on a déjà vue tout à l'heure. Senedjem, excusez-moi, et Ineferti, qui est sa femme qui est derrière,
cette déesse qui apporte donc toutes les choses. Alors, sur une autre tombe, on a ces paroles, là qu'on retrouve en partie d'ailleurs dans ce texte hiéroglyphique, paroles dites par le sycomore Nout. Je suis Nout, alors c'est la déesse que vous voyez ici à droite. Élevée et grande à l'horizon, je suis venu à toi, salut à toi, directeur des troupeaux. Sous moi, tu te rafraîchis sous mes branches, tu te rassasies de mes offrandes, tu vis de mon pain, tu bois de ma bière, je fais que tu t'allaites de mon lait. Vous allez voir pourquoi c'est important. Que tu vives et que tu maintiennes en vie grâce à mes seins. La joie et la santé sont en eux. Le lait pénètre en toi en tant que vie et stabilité, comme je l'ai fait pour mon fils aîné. Euh, cette notion du lait et donc d'une déesse arbre qui nourrit de son sein le défunt, on le retrouve dans une scène très célèbre ici. On le retrouve dans une scène tirée de la tombe de Thoutmôsis III, où on voit donc dans la vallée des rois cette fois, et plus dans la vallée des nobles ou la vallée de Der el-Médine. Donc ça date de la 18e dynastie bien sûr. On voit le roi directement en train de s'abreuver au sein de la déesse arbre qui lui donne la main. Ici c'est la déesse. Alors il y a une Nout, c'est un peu la même chose que aussi Hathor, de la déesse de l'Occident, celle qui accueille les morts à l'Occident au moment de leur trépas. Et puis aussi la déesse Isis. Ici on imagine que ça va être plutôt la déesse Isis qui donne son lait aux jeunes pharaons, aux Russes. Comme vous le savez, donc ça, c'est des affaires assez classiques dans l'Égypte ancienne. Autre fruit important, c'est ici le dabou, ce sont les figues, tout simplement. On voit ici une très très belle scène tirée d'une scène qui est donc, conservée au Brooklyn Museum, tirée de l'hypogée de Ménéna à Thèbes, 25e, 26e dynastie, donc un petit peu tardif. Environ 7e siècle avant Jésus-Christ, on voit une jeune femme en train de ramasser des figues dans un figuier. Donc ça, c'est un figuier normal, hein, c'est notre figuier à nous, hein, commun, avec un nouveau-né dans ses bras. Et elle croise ses jambes, comme vous voyez ici, d'une manière assez très naturelle. Vous voyez ces pieds qui sont croisés, ces jambes qui sont croisées. C'est une très, très, très belle pièce, magnifique. On retrouve ces jeunes femmes avec, vous voyez ici encore un nouveau-né qui est pendu à sa mère. Ici, une récolte de caroubes. Alors, la caroube, ici, Nedjem, vous voyez, c'est un arbre pas très grand qui avait donc des gousses que vous voyez représentées ici. Donc, les gousses, on les devine dans l'arbre un petit peu ici. La caroube, c'est quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui aussi. Et les gousses rappelaient un petit peu le goût et l'odeur du cacao. On l'utilisait dans la farine et dans les gâteaux. Donc, on voit qu'il y avait quand même les jeunes femmes avec des jeunes enfants avaient souvent la tâche de récolter ces fruits. Ici, vous voyez donc le perséa, donc un arbre qui est aussi très important et qui a complètement disparu de l'Égypte. Donc, il pouvait mesurer 20 mètres de haut. Un arbre qui a donc été très exploité dans l'Égypte ancienne et qui a disparu aujourd'hui. Ici, on le voit représenté dans une scène religieuse, où ici, on voit le chat d'Héliopolis qui est en train de tuer Apophis, le démon, le méchant serpent, devant l'arbre sacré Kished, qu'on voit ici représenté d'une manière très, 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 très belle. Voilà les fruits du perséa qui ont été retrouvés dans une tombe à Dra Abul el-Naga à l'époque gréco-romaine, donc c'est un petit peu tardif. On les consommait encore à l'époque gréco-romaine, vous voyez. Donc ces fruits étaient consommés depuis l'Ancien Empire, depuis très très longtemps. La chair donc de ces fruits était assez sucrée également. Il y avait des graines qui étaient donc consommées et qui rentraient souvent dans les gâteaux également. On retrouve enfin ce perséa ici dans une guirlande. On voit ces feuilles de perséa ici, mêlées avec des feuilles de lotus et des feuilles de papyrus, dans bien sûr une offrande dans la tombe de Ouzarkat, devant Osiris et la déesse de l'Ouest, dans cette fameuse déesse de l'Ouest qu'on pourra appeler Hathor ou Nout ou d'autres noms encore. Alors, maintenant, les fruits importés, parce que tout ça, c'est ces fruits qui étaient effectivement très, très présents dans l'Égypte. Alors, à gauche, je vous montre des bouteilles en forme de grenade. La grenade, le grenadier, donc issu du grenadier, c'est arrivé simplement à la fin du Moyen Empire, environ vers moins 1700, du Levant, c'est-à-dire de Syrie et Palestine. Et donc, on pense que ce sont effectivement les grandes victoires du début du Nouvel Empire militaire de l'Égypte qui a permis de ramener des territoires conquis, notamment colonisés du Levant, donc ces nouveaux fruits pour l'Égypte.
À droite, une superbe pièce, une grappe de raisin en lapis-lazuli, faïence et bois. Alors, vous voyez, ça a été retrouvé à Der Helbari, ici, qui est conservée cette fois au Muséum de Berlin. La grenade, elle est conservée au Metropolitan Museum de Londres. Enfin, nouveau arrivé, on va dire, dans les fruits d'Égypte, bien sûr, l'olivier. L'olivier est arrivé assez tard aussi en Égypte, au Nouvel Empire, et il a été surtout cultivé dans le delta, c'est-à-dire au nord, mais il a eu du mal à s'acclimater au climat très chaud de l'Égypte, très sec de l'Égypte. Ce n'est pas un climat méditerranéen, hein, l'ensemble de l'Égypte, hein, surtout dans l'Égypte, la Haute-Égypte. C'était un produit très rare, et on voit ici cette branche d'olivier qui est magnifique, donc qui date de l'époque amarienne, toujours conservée au Metropolitan Museum de New York. On appelait l'huile d'olive, on l'appelait la nehe, donc N-E-H-E-H, et c'était une huile extrêmement chère, mais on l'utilisait quand même d'une manière apparemment courante dans les milieux importants. L'olivier, on le voit ici aussi, dans super, évidemment, je vous montre que des belles pièces, hein, tant qu'à faire. Ce collier, donc ce pectoral collier de feuilles d'olivier de la tombe de Toutankhamon, conservé aussi au Metropolitan Museum de New York. Il y a de la faïence, et on les voit très bien, ces feuilles d'olivier qui sont très bien conservées. Donc, il y avait peut-être une vocation aussi funéraire qu'on ne connaît pas trop. Et on a retrouvé dans ces essences des bleuets, des coquelicots dans ce collier très bien conservé. Les légumes, alors les légumes, on va être un petit peu plus pauvre cette fois parce que malheureusement dans l'iconographie, on n'a pas souvent représenté de légumes. C'est un peu la nourriture du pauvre, hein, comme vous le savez, les légumes. Néanmoins, il faut retenir, si on a à retenir 2 ou 3 donc, légumes importants dans l'Égypte, il faudra retenir ici, vous avez une botte d'oignon, que vous voyez en haut à gauche, qui se disait hadjou. Ici, on le voit très bien dans le hiéroglyphe hadjou avec le déterminatif de cette botte qui est représentée ici, hadjou. Et puis abou, ici pour dire ici une autre légume très important, c'est la laitue qu'on appelle la laitue romaine avec des très grandes feuilles, hein, comme vous pouvez le voir ici. L'oignon, c'est quelque chose d'important. Il y avait plein de fêtes à l'oignon nouveau, hein, qu'on pouvait. Alors ça rappelle un peu des traditions catalanes, par exemple, avec la fête des oignons qu'on peut manger comme ça en Catalogne, extraordinaire. L'oignon reste aussi aujourd'hui très important. C'était la nourriture du paysan et il y avait toujours un oignon à manger quelque part. Voilà. Même dans le livre des morts, au chapitre 172, on dit « Tu mâches de l'oignon par crainte de ton cœur ». Vous voyez, l'oignon faisait partir un petit peu les mauvaises sensations. La laitue, quant à elle, ici la laitue qu'on voit dans quasiment toutes les scènes d'offrande telles que je vous la montre ici. Donc ça, c'est celle d'offrande de Mentu Hauser, qui date de la 12e dynastie. Eh bien, on a une trace d'oignon et de laitue quasiment, en plus des autres victuailles, bien sûr, à manger. La laitue, c'était le symbole du dieu Mine. Le dieu Mine, c'était le dieu ityphalique, donc qui avait le sexe bien déployé, on va dire. Et on peut imaginer que ce dieu Mine était associé à la laitue, parce qu'évidemment, la laitue, quand on la coupe, a une sève blanchâtre, laiteuse, qui rappelle le sperme, tout simplement. Donc, des choses importantes. D'autres légumes qui étaient consommés. Ici, alors je vous ai donné le hiéroglyphe, pourquoi je vous ai mis ce hiéroglyphe? Parce que c'est très important, c'est chêne. Ici, c'est chêne, c'est pour dire lotus blanc. Alors, la petite anecdote, c'est que Sechen, ça va donner Shushan en arabe, Shoshan en hébreu, et ça va donner notre Suzanne. Alors, toutes les Suzannes qui m'écoutent, il faut dire que la vraie explication, c'est que c'est un mot hiéroglyphique à l'origine et qui veut dire celle d'Ulysse. Ulysse, pas Ulysse, mais le lys ou le lotus blanc. Autre hiéroglyphe qui va rester jusqu'à nos jours et qui donc était consommé, donc ces fameux lotus blancs, ils étaient consommés dans des gâteaux, hein, donc là aussi on est toujours dans la gastronomie, dans la cuisine. Nen Nefer, Nénuphar, qui veut dire les belles, ici Nen Nefer, et qui va se garder dans notre mot Nénuphar. Le mot Nénuphar vient de l'égyptien hiéroglyphique. Un autre mot parmi les légumes, c'est your. Ici, your, c'est pour dire fèves. Les fèves, plat considérablement très important dans toute l'Égypte, puisque les fèves étaient consommées, sont encore consommées aujourd'hui, dans un plat dont le mot provient de ces hiéroglyphes, foul. Le foul en Égypte, c'est le plat national. Il y a un dicton très important en arabe qui dit « Le foul est le petit déjeuner de l'émir, le déjeuner du pauvre et le dîner des ânes ». Le foul fait à base de fèves. Alors, des fois, c'est un petit peu dur parce qu'ils font cuire des fèves à l'eau, tout simplement, et ils rajoutent des fois que de l'huile d'olive dessus. C'est un peu
consistant encore aujourd'hui en Égypte, mais il est fort à parier que bien sûr c'était quelque chose qui provient de l'Égypte ancienne, ça c'est sûr. D'autres mots aussi viennent comme Kamoun en arabe qui a donné notre mot cumin et viendrait aussi de l'égyptien hiéroglyphique Kamini. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très important là-dessus. Voilà, je vais terminer un petit peu avec ces choses-là et je vais terminer avec une dernière pièce un petit peu sur le gâteau, cerise sur le gâteau. Il faut savoir quand même que la moitié des termes hiéroglyphiques, des plantes ou des légumes que l'on trouve donc dans les écrits chez les Grecs viennent du copte et donc se sont transmises à l'arabe aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quand même une transmission très importante. Vous voyez, imaginez, donc ça fait 5000 ans d'histoire qui se transmettent encore dans le vocabulaire aujourd'hui employé. Je vais terminer avec quelque chose qui est un petit peu anecdotique, mais par cette très belle scène. Ici, c'est donc une mandragore. Vous avez vu qu'on a souvent parlé. La mandragore, c'est toxique. Donc, on pense qu'effectivement, on ne la consommait pas forcément, mais elle apparaît souvent dans des scènes de manqué, comme vous voyez ici à droite. C'est ce fruit de mandragore jaune que vous voyez, avec des vertus hallucinogènes. Donc, effectivement, on pense qu'effectivement, cette version érotique, hallucinogène, était quelque chose de très, très courant. Ici, donc, une scène tirée de la tombe de Nebetzni. Voilà, je voulais, pour terminer, citer, et je termine avec ces 3 signes hiéroglyphiques pour cette série de 3 conférences sur la nourriture dans l'Égypte ancienne. Vous avez le hiéroglyphe de la vie, Anre, Wadjet et Seneb. Ça veut dire donc vie, prospérité, santé. C'est ce que, bien sûr, je souhaite à tous. Et pour terminer, je voulais rapidement citer le livre des morts, qui est un peu une de mes marottes perso, chapitre 110. Ici commencent les formules de la campagne des félicités, des chants d'Yalou, et les formules de la sortie au jour, c'est-à-dire où on va pouvoir ressortir enfin de notre tombe, entrer et sortir dans l'empire des morts, s'établir dans les champs des souchets, séjourner dans la double campagne des félicités, la grande ville maîtresse de la brise, y être puissant, y être glorieux, y labourer, y moissonner, y manger, y boire, y faire l'amour, faire tout ce qu'on a l'habitude de faire sur Terre, de la part de moi. Merci beaucoup. Bravo Olivier, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Alain, Anne, Annick, Christian, Christiane, Claire, Jean-Pierre, Juliette, Jérémy, Robert, Sidonie, Sophie, Sylvie qui est toujours avec nous. Et on avait Merci. une question, on avait Juliette qui je crois est encore avec nous d'ailleurs, qui avait une question, si on a un petit moment, Olivier, Avec sur plaisir. Avec plaisir, Juliette. Oui. donc les céréales, une question sur les céréales, les Oui. blés, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce légume particulier? Alors, les céréales, on ne rentre pas ça dans les légumes, mais en tout cas, en tout cas les céréales, j'en ai parlé dans la première conférence, il y avait le blé amidonnier et l'orge. Voilà, c'était les grosses, donc pas de millet, comme je dis, hein, pas de millet, les deux grandes céréales cultivées, mais très, très importantes. Alors, j'ai lu une étude qui date d'ailleurs de quelques jours, comme quoi, effectivement, avec les études des momies, de la dentition, etc., on a vraiment, on en connaît beaucoup mieux sur l'alimentation des Égyptiens et on sait qu'ils consommaient énormément de céréales. Les céréales sont les principaux alimentations, finalement, dans l'Égypte ancienne, bien avant. Alors, la viande, on n'en parle pas, il n'y avait quasiment pas de consommation de viande, sauf pour les très riches. Mais en tout cas, essentiellement du pain, des gâteaux. C'est pour ça que ça revient tout le temps, hein, ces affaires de gâteaux et de pain. Et quelques légumes. Je veux parler de l'oignon. J'ai parlé de l'oignon, des fèves, des concombres aussi, parce que je n'ai pas abordé les concombres. Mais en tout cas, voilà ce que je peux répondre sur cette question. Il y avait une deuxième question qui nous vient de Sidonie, qui pose la question suivante. Est-ce qu'on trouve encore des palmiers doum aujourd'hui? Oui, on en trouve encore, oui, mais donc ils ne sont plus consommés comme c'était le cas auparavant. On en trouve à peu près, alors ça se plaît bien sûr dans les territoires, donc plutôt en Haute-Égypte, là où il fait chaud, très chaud même, et puis en Nubie aussi, au Soudan, en Nubie, on en trouve un petit peu partout encore aujourd'hui. Ils sont consommés un petit peu en Éthiopie. Il y a des recettes encore aujourd'hui. On peut en acheter encore dans le commerce. Moi, personnellement, en Égypte, j'en ai jamais vu dans le commerce. Mais je pense que dans le sud de l'Égypte, au Soudan notamment, oui. Soudan et Éthiopie. Alors peut-être une dernière question qui nous vient de Christiane, et qui pose la question des plantes médicinales. Alors, plantes médicinales, toute la difficulté, c'est que la médecine égyptienne, on ne la connaît pas bien. On a ces fameux papyrus Ebers, papyrus Harris,
qui sont les principaux sources qu'on a sur ces questions-là. Mais en fin de compte, ce sont plutôt, bien sûr, ce sont des recettes médicinales, mais les plantes médicinales proprement dites, tous les aliments ont été considérés comme médicaux. Le fait de manger, c'est se soigner, en quelque sorte. Ça va rester chez nous aussi, à l'époque médiévale d'ailleurs, hein, jusqu'à une époque encore assez récente, même à la Renaissance. Tous les livres de cuisine de l'époque médiévale, en tout cas, et à la Renaissance, au début de la Renaissance, ce sont des livres médicaux. Donc, dire plante médicinale, il n'y a pas cette notion-là dans l'Égypte, en tout cas. Pas forcément. Pas d'après moi, en tout cas. Très bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci à tous. Il est 6h09. On est un petit peu débordé, désolé. Oui, Alors Olivier, peut-être qu'il y aura d'autres séances. On ne sait pas encore. En tout cas, j'imagine que tu préviendras tout le monde. exactement. Alors, j'avais le choix entre plusieurs idées, ou continuer sur l'Égypte, puisque vous savez que c'est mon dada, comme aurait dit Omar Sharif. Mais, donc, notamment en parlant de l'origine de Champollion, bien sûr, déchiffrement des hiéroglyphes, et de savoir d'où c'est venu, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que c'est devenu. Ça, c'est une grande histoire, ça peut durer très longtemps comme conférence. Ou bien l'histoire des restaurants parisiens que j'avais déjà proposé quand on n'était pas encore confiné. Voilà. Ces deux thématiques Voilà. sont parfaitement pertinentes. Les restaurants parisiens, ça ferait du bien de les revoir. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est une très, très belle histoire, très, très, très émouvante histoire que les restaurants parisiens, depuis 1762. Bon, voilà tout un programme. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. On te retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas tous, hein, vous avez le lien dans le partage de la conversation pour aller sur la cagnotte PayPal d'Olivier et contribuer et le remercier de son temps. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci à vous. À bientôt.